En fait, j'ai toujours été intéressée par cette question d'accompagnement. Du plus loin que je m'en souviens, c'est-à-dire j'ai commencé par des études médicales où pour moi il m'apparaissait important de travailler sur l'accompagnement de la souffrance des gens. C'était ma grande question quand j'ai commencé. Et puis en fait, j'ai été très rapidement déçue quand je me suis rendu compte que accompagner des gens par rapport à leur propre souffrance, c'était leur donner un médicament, c'était un système presse-bouton. Quand on avait mal là, il fallait faire ci, et quand on avait mal ailleurs, il fallait faire ça. Et donc du coup, j'ai été très rapidement, en fin de troisième année, je me suis dirigée vers plutôt l'étude des médecines naturelles, et j'ai investi le corps comme étant un domaine d'accompagnement possible par rapport aux gens. Et je suis donc aussi professeure de yoga, je suis relaxologue, sophrologue. Et j'ai donc, pendant un certain laps de temps, accompagné des groupes. Et entre autres, un groupe sur Contrexéville. J'ai travaillé pendant 10 ans sur l'accompagnement des personnes qui faisaient des cures de forfait ligne. Voilà. Et donc, pour moi, si vous voulez, le corps était quelque chose qui était central, qui était un entre-deux possible pour essayer d'accompagner la personne sur quelque chose qui était de l'ordre d'une souffrance plus intérieure, on va dire. Et puis, petit à petit, j'ai suivi mon bonhomme de route. J'ai fait aussi beaucoup de formations avec des soignants sur tout ce qui était de l'ordre du lâcher-prise. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, de ce fameux lâcher-prise, qui est une opération assez complexe, puisque en fait, elle demande à la fois d'avoir une prise, de la lâcher pour prendre autre chose. Et dans cet espace, il y a quelque chose qui va vous intéresser en tant qu'accompagnant, qui est qu'est-ce qui se joue dans cet entre-deux-là quand je vais lâcher prise. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, j'ai repris des études universitaires et j'ai voulu théoriser sur mes pratiques. Et j'ai commencé par un DURF où en fait j'ai travaillé sur souffrance, accompagnement et formation. Et je faisais des ateliers avec des élèves qui étaient en très grande difficulté et où le corps et la parole étaient un média pour les aider à, je dirais, un mieux-être derrière. Et puis, donc à partir de ces ateliers, j'avais mis en place une recherche pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et je me suis beaucoup aidée de la grammaire du sens et de l'expression de Charodot, entre autres, comme étant une aide pour donner du sens à des structures qui étaient des structures grammaticales et logiques dans la parole de la personne, au travers des paroles des personnes. Et j'ai été de ce fait très sensibilisée et assez rapidement à tout ce qui était le langage, à la fois comme étant un vecteur de communication et d'échange, mais à la fois aussi comme étant porteur, de par la structure même du langage, d'un sens qui lui était propre. Et donc je me suis formée un peu à cette écoute un peu particulière au travers de tous les entretiens que j'ai dû faire et mener par rapport à ça. Et j'ai entre autres beaucoup travaillé sur le ça. Le ça qui était donné par ces jeunes comme étant quelque part une béquille qui allait permettre aux jeunes de dire quelque chose qui était complètement indifférencié encore pour eux, encore non conscientisé, et qui petit à petit allait, au fur et à mesure de nos entretiens, s'élaborer, se conceptualiser, trouver le bon mot pour la personne qui était là pour elle. Et dans un premier temps, il me fallait partir de ces ça, qui était quelque chose de très vague, très indéterminé, pour arriver petit à petit à sentir et à comprendre ce que l'autre voulait me dire au travers de ça. De ça. Et puis, j'ai ensuite continué avec un DURF, où là, je me suis rendu compte que les problématiques de souffrance qu'il pouvait y avoir chez les gens étaient aussi largement entachées des problématiques institutionnelles. J'ai travaillé sur violence et relations éducatives, et pour moi, c'était important de voir que certains établissements, il y a des établissements où il fait bon vivre, où il fait bon travailler, il y en a d'autres où au contraire, c'est extrêmement porteur de souffrance et d'usure pour les professionnels qui s'y trouvent. Et j'ai enfin terminé par une thèse en sciences de l'éducation, où je travaille sur l'accompagnement des processus d'altération. Mon titre de thèse s'appelle « Du toucher à la touche comme accompagnement des processus d'altération ». Le rapport au corps des gens qui sont dans des métiers de la relation. Dans cette thèse, je me suis vraiment intéressée à ce qui était de l'ordre de comment accompagner quelqu'un qui se trouve dans un processus dit d'altération.
Alors l'altération étant pour moi la rencontre avec un autre que soi, et cette rencontre, elle est toujours dérangeante, parce que cet autre va venir me chercher quelque part, et venir faire écho en quelque chose de moi. Et l'importance était d'essayer de comprendre comment pouvoir accompagner des gens dans leur construction, quelque part, dans leur construction identitaire. Alors, mon travail de thèse m'a aidé à comprendre comment, en fait, il y avait des manières de travailler avec des gens qui allaient susciter un repli identitaire, une espèce de frein moteur, faire que, en fait, si je commençais comme ça, je ne pouvais que susciter quelque part une forme d'échec. Et puis, il y avait aussi ce que j'ai appelé, moi, les postures de la touche, qui sont les postures de l'accompagnement, la touche étant une métaphore d'un contact qui est distancié. Alors, dans le propos d'aujourd'hui, je vais vous parler à la fois de là où j'en suis de mes recherches et de ce que je continue à faire, car je me dirais plus volontiers praticien-chercheur, c'est-à-dire que mes pratiques sont toujours re-questionnées, réélaborées et réinterrogées, puisque je travaille dans les métiers de l'éducation et aussi dans les métiers du soin. Je suis dans la transversalité, dans tout ce qui concerne l'accompagnement, à la fois des professionnels, sur des problématiques de stress, d'usure professionnelle, de burn-out, voilà, et à la fois avec les publics qu'ils accompagnent, les adolescents d'une part, les patients de l'autre, et les altérations que provoque le contact avec ces différents publics, c'est-à-dire comment, en fait, quelque part un professionnel de l'éducation ou quelque part un professionnel du soin va se trouver bouleversé par ce qui se passe de la relation avec cet autre, et comment peut-il gérer cela, et comment jouer avec cette interaction qui est là, dans cet entre-deux, qui à la fois me renvoie, moi, à ce que je suis, à mes propres origines, et en même temps me demande à être dépassé pour pouvoir accompagner l'autre dans ce qu'il est et dans ce qui est sa singularité à lui, dans ce qui fait son identité propre. Et donc, concrètement, un des publics avec lequel je préfère travailler est celui des jeunes. C'est celui dans lequel j'investis le plus. Et actuellement, je travaille beaucoup avec l'école d'ergothérapie sur la compétence 6. Vous savez que maintenant, avec les licences, master, doctorat, on a des compétences qu'on retrouve partout. C'est la compétence relationnelle. Et donc, c'est travailler avec des jeunes qui sont apparemment comme ça, pas en difficulté, et que pourtant, pour lesquels je retrouve les mêmes difficultés que ceux avec lesquels je vais pouvoir travailler et qui sont dits, entre parenthèses, en difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un public jeune qui va se retrouver confronté à des difficultés, on va dire, qui sont relativement les mêmes, que l'on soit en situation d'insertion professionnelle ou que l'on soit en situation d'un parcours plus classique. Donc c'est le cas avec les élèves d'ergothérapie, c'est le cas aussi avec les élèves des instituts de formation de soins infirmiers avec lesquels je travaille donc déjà depuis une trentaine d'années maintenant. Je travaille pour les gens dits plus difficiles, quoique j'en vois de toutes sortes, avec aussi le Conseil général des Vosges, dans le cadre de l'opération Jeunes prêts à bosser, où je suis une personne ressource pour les accompagnateurs de projets qui sont au sein de cette structure, que je trouve assez innovante par ailleurs, parce qu'elle est faite avec des jeunes qui accompagnent d'autres jeunes. Et je me trouve dans une position un peu particulière, puisque moi j'ai plus de 60 ans, et donc du coup je me retrouve dans une situation où quelque part j'arrive comme étant un fondamentalement autre pour ces jeunes qui sont là, avec un regard qui peut être extrêmement inquiétant et qui peut remettre en cause des choses de leur propre socialisation. Voilà, donc c'est d'où je parle, c'est de tous ces terrains-là qui s'auto-alimentent les uns les autres et dont je ne pourrais pas dire lequel est le plus important, car si vous voulez, ma pratique me renvoie à la théorie me renvoie à la pratique, et c'est une espèce de chose qui s'auto-alimente et que je ne voudrais pour rien au monde arrêter, car ne rester que sur le mode de l'un ou de l'autre, pour moi, ne serait pas en tout cas aussi porteur de processus, on va dire, d'apprentissage.
Alors, dans un premier temps, je voudrais m'inscrire dans la continuité aussi des propos qui ont été dits dans les journées précédentes, celles où intervenait Frédéric Lerbet, celles où intervenait aussi Mireille Sifali. J'avais aussi dans l'idée de reprendre la différence, comme je suis sensible aux mots, j'ai essayé de travailler sur les mots qui étaient celle de l'accompagnateur et celle de l'accompagnant. C'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui fait comment un métier est en fait porteur d'un double courant, qui est celui à la fois de l'accompagnement et à la fois celui, on va dire, d'une certaine forme de guidage de l'autre. Ainsi que peut en parler, par exemple, Michel Vial dans son travail sur la pratique de l'accompagnement professionnel. Cette grille est d'ailleurs venue, pour les gens qui sont ici et qui font partie des métiers de la formation, c'est à une soutenance d'un élève de licence, tout d'un coup, qui avait fait des entretiens extrêmement précis, extrêmement pointus. Et ça, au moment du jury, eh bien, on a pu échanger sur ce qu'il en était de cette double posture. Alors, je vais vous la donner à voir pour l'instant. Voilà. Je vais surtout vous l'expliquer parce que c'est écrit petit, mais vous inquiétez pas. Voilà. On va y arriver. Alors, pour moi, j'ai été extrêmement intéressée par l'intervention de M. Labbé juste avant moi, qui justement avait parlé des savoir-faire sociotechniques et des savoir-faire socio-cliniques. Je me suis dit, c'est vraiment très intéressant ce tableau-là, parce qu'il y a des choses qui vont se compléter, se répondre l'un à l'autre. Ça va être comme si on faisait des zooms différents sur le même thème. Et ça s'est trouvé tout à fait comme ça par hasard, mais en même temps bien tombé. Donc, dans le statut d'accompagnateur, vous voyez, le mot accompagnateur en lui-même, un accompagnateur, c'est l'agent qui va faire une pratique d'accompagnement. Alors, l'accompagnateur, pour moi, est très proche de celui qui sait. Voilà, il a une connaissance du terrain sur lequel il a accompagné quelqu'un, il connaît les embûches, il est comme un guide de haute montagne. Et ce guide de haute montagne va permettre de franchir l'obstacle ou d'aider l'autre à franchir un obstacle. Quand j'ai envie de faire de la montagne, comme j'y connais rien du tout en montagne, mais que j'adore profiter du soleil, du paysage, eh bien, plutôt que de risquer de faire ce parcours toute seule, j'ai toujours recours à quelqu'un qui est un guide et qui va me dire de manière très facilement ce qu'il faut que je prenne avec moi comme habits pour ne pas me trouver prise, où il faut que je mette mes pieds, comment est-ce qu'il faut que j'aborde telle partie un peu difficile du chemin, et je me laisse faire. Et en me laissant faire, je suis toujours là, je suis toujours autonome, mais je peux jouir de quelque chose pour lequel que je n'aurais jamais pu jouir si je n'avais pas utilisé de guide. Parce que si toute seule j'avais voulu grimper cette montagne-là, j'aurais été tout le temps aux prises avec les difficultés du chemin, à regarder si je ne vais pas dévisser avec mon pied, à regarder. Et du coup, mon objectif qui est celui d'arriver là où j'ai envie d'arriver, je ne peux pas y arriver toute seule. J'ai besoin d'être guidée. Et la posture de celui qui va me guider, elle est toujours devant. Elle est devant moi. C'est celui qui sait et qui entraîne l'autre dans sa course. Alors, parfois, si cette posture de guidage est quelque part très confortable, elle va l'être nettement moins quand j'ai affaire à un guide qui ne me respecte pas en tant que personne et qui me télécommande. Tu mets ton pied là. Non, là. Attends, juste un peu à droite. Non, stop. C'est bon. À gauche maintenant, c'est bien. Descends ton pied, descends ton... Et là, tout d'un coup, ma promenade, elle est complètement bouffée parce que du coup, je deviens la chose de l'autre. Et je suis obligée de passer partout. Le guide, lui, il a quand même un petit peu de recul et il me laisse faire les choses. Et il intervient à ma demande quand j'en ai besoin. Ce guide, il va être responsable du processus global. C'est le processus qui va favoriser l'inscription sociale de la personne pour moi. C'est-à-dire qu'il connaît comment ça se passe dans les entreprises, dans les endroits où ils vont. Et il va pouvoir me donner la démarche à suivre pour y arriver. Ça s'inscrit sur une durée. Et dans ce processus-là, eh bien, on va travailler sur le mode du projet. Le mode du projet qui est que, voilà,
on est sur le côté professionnel. Et on n'est que sur ce côté professionnel-là. On est dans le prescrit. Et c'est un professionnel qui sera d'ailleurs évalué et pour lequel on va demander les preuves de ce que vous avez bien fait. Donc on est vraiment dans un travail qui va être prescrit de manière assez cadrée et qui, comment je vais dire, en fait, est pas si compliqué que ça à exercer. Il suffit de connaître, d'avoir une certaine forme de culture du milieu, de culture pour pouvoir y accéder. En même temps, procéder par objectif, ça veut dire que quelque part, on imagine aussi que l'autre n'est pas capable d'y arriver sans qu'on ait fait pour lui une démarche de prédigestion voulue. Je rejoins aussi le travail de... Comment est-ce qu'il s'appelle ce monsieur Scarpa ou non Bon, je vais aller retrouver parce que je dois avoir ça dans... Castra, merci. De Castra qui dit que justement les projets... la théorie de projet, c'est vraiment quelque chose qui peut être une grande catastrophe parce que du coup, on en arrive à l'histoire que s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de possibilité d'insertion sociale. Donc du coup, voilà, le projet avec des aspects positifs, des aspects négatifs. Alors, les petites phrases que vous voyez en italique, en fait, sont des phrases que j'ai repérées dans l'entretien de la personne et que j'avais mis en sous-titre.